travail que je fais en général, je commence par faire des décomptes, en fait. Et sur les 6000 dossiers de la juridiction de Montréal en 1693 jusqu'en 1760, sur les 6000 quelques dossiers, j'ai trouvé 4000 dossiers qui concernent les femmes. Donc, on parle de dossiers de procès, finalement, de judiciaire, civil ou criminel. Sur les 4000 dossiers, j'ai découvert, à ma grande stupéfaction, 1259 femmes requérantes. Elles sont ni victimes ni témoins, elles sont requérantes. Alors, je suis donc allée fouiller là-dedans. Et puis, en fouillant, je me suis rendu compte que ces femmes sont aussi des femmes très diverses. C'est des nobles, des bourgeoises, des paysannes, ce sont des Françaises, ce sont des Autochtones, ce sont des femmes libres, ou ce sont des femmes esclaves de toute ethnie, de toute condition, qui agissent devant le tribunal du roi. Puis là, je tombe sur des esclaves, puis là, je me dis, des esclaves à Montréal, il ne doit pas en avoir des tas. Donc, je commence à fouiller un peu plus, et là s'ouvre un nouveau dossier, si vous voulez, l'histoire des esclaves à Montréal, toujours pendant le régime français. Je m'appuie à ce moment-là sur la grande recension des esclaves que fait Marcel Trudel, mais aussi sur les travaux plus récents de Brett Rushford sur les systèmes esclavagistes en Amérique du Nord-Est, système qu'il retrouve, il y a un système autochtone d'esclavage, il y a un système occidental d'esclavage, un système français d'esclavage, etc. Donc, je m'appuie là-dessus, puis je commence à, naturellement, monter une banque de données pour recenser la présence d'esclaves à Montréal. Là, j'en suis à peu près à 2000 traces d'esclaves juste pour les Montréal, qui représentent à l'époque une petite ville, un gros cégep de 3000 personnes. Certes, je n'ai pas un nombre effarant d'esclaves recensés, j'en ai une vingtaine. Sur cette vingtaine-là, j'en ai 17 autochtones et 3 afro-descendants. Donc, je regarde ça et je dis, mais c'est quoi ça? Comment ça se fait qu'on a des esclaves à Montréal? Et je commence à fouiller. Et toujours intéressée par mes rapports de pouvoir entre les sexes, à l'intérieur même, parmi les hommes eux-mêmes ou parmi les femmes elles-mêmes, je me dis, ben voilà, je vais commencer à regarder les cas, comment ça peut se passer. Donc, je prends le cas de Constant dans les archives judiciaires, un cas troublant qui se passe en 1756. On a ce Constant qui... évidemment, apparemment sous, en fait, avec son ami Joseph, qui décide de grimper dans le grenier de Madame de Saint-Pierre afin, dit-il, dira-t-il plus tard, d'aller caresser les filles de Madame de Saint-Pierre. Je pars de là, je me dis, bon, c'est quand même étrange. Or, il s'avère que le dit Constant, c'est un esclave, l'esclave de Monsieur de Saint-Blain. Son ami de Beuvry, Joseph, est un autre esclave. Et les 3 filles qu'il désire caresser, comme il dit, sont esclaves de Madame de Saint-Pierre. Elles dorment dans la cuisine. Ce qui va se passer, c'est que Constant est complètement saoul, casse une vitre pour rentrer dans le grenier, enlève ses choses, enlève ses souliers et il est dans le noir, ne trouve pas la sortie, fait du bruit. En bas, on l'entend. Madame de Saint-Pierre, qui reçoit à ce moment-là un jeune officier, décide de monter à l'étage. Là, on est dans une scène de vaudeville, parce qu'on a un Constant saoul à demi nu, en train d'errer dans le grenier, et puis ce jeune homme officier qui monte sabre au clair pour, demande-t-il à Madame de Saint-Pierre, est-ce que je dois l'oxyre, cet étranger? Elle dit non. Visiblement, elle a saisi la situation. Il y a plusieurs degrés là-dedans qu'on va décortiquer, que j'ai décortiqué dans l'article.
Le jeune homme, le jeune officier se saisit de notre Constant qui ne résiste absolument pas. Ils descendent et pendant qu'elle descend, Madame de Saint-Pierre tombe, se casse le bras. Il se passe une scène absolument ubuesque où on se retrouve dans la cuisine avec, devant les trois petites esclaves, un Constant toujours aussi saoul, une Madame de Saint-Pierre qui est en train de se faire bander le bras par sa servante, et puis le jeune officier qui s'en va chez le maître, en fait, de Constant l'esclave, pour demander de venir et puis de punir cet esclave qui s'est introduit donc chez Madame de Saint-Pierre. Quand on regarde la situation, ah oui, le maître de Constant, M. de Saint-Blain, va décider, dit au jeune officier, prenez-le, amenez-le en prison. Donc, il s'en va chercher deux soldats et se saisissent de Constant, qui n'a toujours pas ses choses, on est en plein hiver, et le prennent et le soutiennent donc jusqu'à la prison qui est à 2 pâtés de maison de là. Ça pourrait être une scène de vaudeville, mais personne ne songe à rire dans ce récit, en fait. Parce que les enjeux sont très élevés. Constant est un esclave absolument conscient de ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il prétend être soûl pour éviter de recevoir une peine plus sévère que ce qu'il va recevoir? Ou l'est-il vraiment? Comment ça se fait qu'il a pu sortir de chez son maître, se saouler avec son copain et perpétrer cet acte d'intrusion? Point d'interrogation. Ensuite de ça, comment ça se fait que les petites jeunes filles qui sont... qui resteront d'ailleurs anonymes tout du long du procès. Comment ça se fait que ces jeunes femmes qui sont dans la cuisine se dissocient complètement de lui, prétendent qu'elles ne le connaissent pas, alors que lui va raconter lors du procès qu'elles lui ont demandé de s'enfuir avec lui, et éventuellement de tuer Madame de Saint-Pierre. Donc, on est dans quelque chose d'assez sérieux qui se passe là. Comment est-ce qu'on sait tout ça? C'est que nos archives judiciaires dans le régime français ont ceci de particulier que tout est pris verbatim. Alors, des gens qui n'ont ni le savoir de lire ou d'écrire vont avoir une voix qui va être transcrite par le greffier. Et c'est absolument sensationnel parce que s'ouvrent alors des petites fenêtres, en fait, à chaque fois, sur des régimes de vérité, des façons de décrire la réalité en invoquant des choses très concrètes, là, comme par exemple descendre l'escalier, se casser le bras, ou bien être soûl, pas avoir ses choses, ou bien dire « mais oui, je vous ai rencontré au marché », donc il y a une sociabilité qui s'est faite là, la langue dans laquelle il parle, avec ou sans interprète, etc. Donc on se retrouve avec, à l'intérieur même du dossier du procès, avec carrément un roman qui se déploie devant soi. Alors, comment rendre compte de ce qui se passe dans la maison de Madame de Saint-Pierre, pardon, et comment rendre compte aussi, parce que c'est ça mon intérêt en histoire, c'est de regarder les relations de pouvoir qui se passent. Or, dans la maison de Madame de Saint-Pierre, on se retrouve avec une maison entièrement féminine. Son mari est mort il y a quelques années, elle est veuve, elle vit avec sa tante, une bourgeoise. Il faut dire aussi que Madame de Saint-Pierre a, par son mariage, atteint finalement la classe sociale des nobles. Et donc, elle est déjà dans un rapport de pouvoir avec sa tante, qui est un peu la parente pauvre. En dessous de cette tante, il y a la domestique métisse, qui, elle, a été engagée par son père auprès de Madame de Saint-Pierre. Et en bas de la pyramide se trouvent les 3 autochtones esclaves. Alors, déjà, on a une sorte de microcosme ici où s'exprime un certain nombre de relations de pouvoir. Entre là-dedans un esclave qui, lui, habite pas loin, hein, il habite à un pâté de maison, même pas,
qui connaît ses esclaves, qui connaît aussi la jeune domestique, qui va le reconnaître. Et visiblement, Madame de Saint-Pierre connaît aussi cet esclave. Elle a l'habitude d'avoir des esclaves à la maison, elle a l'habitude de gérer les crises domestiques et tout ça. Elle n'est pas du tout énervée de savoir qu'un voleur est peut-être entré dans sa maison. Normalement, si on n'avait pas été en 1756 en pleine guerre, en plein moment de rationnement, il y avait une sorte d'hystérie, on avait peur des voleurs parce que justement la nourriture était rare. Si on n'avait pas été à ce moment-là, et si surtout l'officier, le jeune officier n'avait pas été présent, sans doute qu'elle aurait pris les choses pour ce qu'ils étaient et elle aurait pris le Constant par l'échine, l'amener en bas, et il n'aurait pas résisté parce qu'il savait parfaitement tenir son rang. On le voit exactement dans les textes. On le voit qu'il sait exactement, comment dirais-je, qu'il sait respecter le rang de chacun dans la hiérarchie sociale et il sait parfaitement que même si le jeune officier il aurait pu lui taper dessus puis s'enfuir très facilement, il ne peut pas le faire parce que pas dans le régime servile qui est à Montréal à ce moment-là. On l'aurait retrouvé très facilement, etc. Donc, c'est produit dans cet article-là une sorte de découverte dû à mon ignorance, tout simplement, de tout un monde. Moi qui allais chercher les femmes, je suis tombée sur les Autochtones. Ensuite, sur les Autochtones, ben, je tombe sur des esclaves. Et là, s'ouvre tout un nouveau dossier qu'il s'agit maintenant de documenter, ce que je suis en train de faire pour le prochain article.